Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Mosaïque Cristal. On se retrouve pour une nouvelle émission. Elle sera en compagnie de Marie Berensung. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de la médiathèque Joseph Scheffer de Beach. On est heureux de vous recevoir. On va dévoiler ensemble le programme des animations à retrouver pour cette nouvelle saison. Ce sera tout à l'heure. La médiathèque, c'est un véritable lieu de rencontre et de culture. Et nous placerons aujourd'hui tous les projecteurs sur cette médiathèque. Dans cette émission, il y aura aussi Sandrine que je retrouve aujourd'hui. Salut. Salut Margot. Je suis très contente de te retrouver, ça faisait un moment. Ça faisait un petit bout de temps. Et on te retrouve du coup tout à l'heure et tu nous donneras des idées de sortie pour le week-end. Tout à fait. Parlons encore un petit peu de rentrée. On s'intéresse à celle des étudiants infirmiers. Cette filière attire-t-elle toujours autant? Eh bien, en voir les grèves aux urgences, Marie-Luce s'est posé la question. Margot, ici à Sarreguemines, mais aussi à l'IFSI de Forbach, puisqu'il y a une direction commune, il n'y a pas de problème de recrutement. J'aimerais juste attirer ton attention sur les filières pour recruter à partir de 2020, parce qu'il y aura encore un petit changement d'ici septembre l'année prochaine. 2 méthodes pour intégrer un IFSI, Parcoursup, à condition d'avoir un baccalauréat ou une équivalence, ou alors être en situation de reconversion professionnelle, avoir 3 ans d'expérience, proposer un projet professionnel aux examinateurs et s'astreindre à quelques exercices épreuves plutôt écrites. Voilà, ça, ce seront à partir de septembre 2020 les 2 méthodes pour intégrer un IFSI. Merci beaucoup Marie. On va continuer ce journal avec l'actualité en bref de ce jeudi 5 septembre. Chapeau pour les journées du patrimoine. La Casque a dévoilé son programme pour les 21 et 22 septembre. En plus des visites nocturnes du château le samedi soir et de la bourse aux plantes le dimanche, les invités d'honneur seront chapeaux et peluches de soie. Une thématique pour retracer cette activité économique locale du 19e siècle. L'école de musique du Pays de Beach se met au diapason. Les inscriptions pour l'année 2019-2020 ont démarré hier en fin d'après-midi pour les anciens élèves. Déjà une quarantaine d'inscrits pour cette première session d'inscription. La seconde aura lieu samedi prochain pour les nouveaux arrivants. Les 8 professeurs de musique accordent déjà leur violon pour une année qui promet d'être rythmée. La Sarre en jeu, c'est le nom d'un tout nouveau festival dont la première édition va avoir lieu les 13, 14 et 15 septembre. Le vendredi sera réservé aux scolaires, mais le grand public sera roi le samedi et le dimanche. Animation, tournois, jeux en bois, réalité virtuelle, espace petite enfance, jeux de plateau, de cartes ou de stratégie, il y en aura pour tous les goûts à l'hôtel de ville de Sarreguemines et ce sera gratuit. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. La rentrée est arrivée avec son lot de conséquences, notamment sur les températures qui, vous l'avez remarqué, sont un peu plus fraîches. La météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonne nouvelle pour demain, on retrouve le soleil avec un ciel qui sera moins nuageux dans lequel les éclaircies pourront se faire une place. Côté température, les minimales restent fraîches avec de 8 à 10 degrés seulement le matin. Les maximales iront de 20 à 22 degrés. Demain, nous serons le vendredi 6 septembre et nous fêtons les Bertrands. Le soleil nous accompagnera de 6h55 à 20h04. Et l'image du jour nous a été envoyée par Dominique Klein, autrement appelé aussi Monsieur Cigogne. Sur sa photo, on peut voir un grand rassemblement de cigognes, un cliché très impressionnant. Merci à lui pour cette photo et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. 75 élèves viennent de faire leur rentrée à l'IFSI de Sarreguemines. Marie-Luce est allée à leur rencontre pour connaître leur motivation et leur parcours. Regardez. Parmi les élèves, il y a toujours son lot de passionnés. Alors c'est une vocation depuis que je suis toute petite et c'est aussi le fait que dans ma famille, il y a eu des personnes malades gravement. Mon père était atteint d'un cancer quand j'étais pas encore née. D'autres sont arrivés à l'IFSI de Sarreguemines un peu par hasard.
Alors, de base, je voulais pas du tout faire infirmière. Je voulais vraiment travailler dans les études de santé, être au contact avec les gens. Mais ma mère, elle est infirmière et j'ai vu comment elle charbonnait toute la journée, comment elle travaillait dur et ça m'intéressait pas trop. Puis j'ai fait mon année de passage à Nancy, j'ai vu le métier de médecin, le métier d'infirmière et ça correspondait plus à mes attentes. Des attentes, Christelle en a. Cette aide-soignante a passé 10 ans en EHPAD aux côtés des personnes âgées. Professionnellement, elle veut désormais évoluer. Si le patient va vous dire qu'il a mal à la tête, donc il a des céphalées, vous allez le transmettre à l'infirmière en poste qui, elle, va voir si effectivement le patient a droit à un médicament ou pas et va vous donner ce médicament afin que vous puissiez le ramener au patient. Mais nous, en tant qu'aide-soignante, jamais nous ne pouvons prendre la décision de lui administrer un médicament. Si l'IFSI de Sarreguemines affiche un bon taux de remplissage, l'établissement bénéficie d'une belle cote de popularité. Déjà, par rapport à la proximité, Sarreguemines, il y a vraiment tout ici. Pour les stages et tout, c'est un endroit, je trouve, parfait. On a le psychiatrique, on a l'hôpital, on a les EHPAD, on a des crèches. Tout est à proximité. Et même l'école, quand je suis venue à la porte ouverte, j'ai vraiment accroché. L'IFSI de Sarreguemines ouvre régulièrement ses portes au public et des intervenants participent eux aussi régulièrement au forum, au salon et lors de rencontres avec les lycéens. Analysons maintenant cette rentrée avec l'adjoint de direction Dominique G au micro de Marie. Oui Margot, on a 75 inscrits en première année. Monsieur G, bonjour. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pouvez commenter ce chiffre en première année, 75 inscrits? Est-ce que c'est positif? Pour nous, c'est très positif. Les 75 inscrits correspondent à notre quota d'admission en première année. Donc c'est vrai qu'en termes de recrutement, d'attractivité pour l'IFSI de Sarreguemines, on n'a pas eu de soucis particuliers cette année en termes de recrutement. Ça veut dire que chaque année, vous faites le plein? Ça fait quelques années que nous faisons le plein en première année à hauteur de 75 étudiants. Ouais. Et alors justement au niveau des élèves de première année, des élèves qui sont passés par l'IFSI par le passé, quel est finalement le profil type des élèves étudiants à l'IFSI? Alors le profil type, majoritairement c'est des étudiants post-bac, donc des étudiants post-bac qui sortent essentiellement d'une filière en lien avec la santé, donc du type ST2S, S et quelques autres bacheliers. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même des reconversions des élèves plus âgés? Il y a également des aides-soignantes qui, après quelques années d'exercice d'aides-soignants, se reconvertissent et puis veulent accéder effectivement à la fonction d'infirmière. Et puis des reconversions d'autres milieux, de l'industrie, qui également, à un moment donné, peuvent intégrer la formation. Alors quand on entend dire que les métiers de la santé sont en souffrance, ne sont plus attractifs, ça vous inspire quoi? Vous qui êtes directeur adjoint depuis 2006 et en poste à l'IFSI de Sarreguemines depuis 2001. Donc l'attractivité du métier, c'est vrai que moi je la mesure pas directement puisque je ne suis pas sur le terrain, mais par contre en termes de formation, c'est vrai que nous, on accompagne nos étudiants pendant 3 années vers la professionnalisation et puis le métier d'infirmier. Après au niveau des services, c'est vrai que quelque part il y a une adaptation, une adaptabilité à trouver et donc là je ne suis pas spécifiquement bien placé pour répondre en termes de métier, pour mon métier par la suite. Voilà. Mais c'est des métiers qui attirent toujours les jeunes et les moins jeunes. En termes de recrutement et puis de vocation au niveau de l'IFSI, on a toujours à peu près les mêmes demandes. Et d'ailleurs, il y a des attentes, des listes d'attentes qui sont créées via la plateforme Parcoursup. Aujourd'hui, nous avons donc fait le plein. Nous sommes sur 75 étudiants et puis nous avons encore une liste d'attente qui est relativement conséquente, en sachant que c'est la première année où le recrutement se fait aussi par la plateforme Parcoursup. Connexion presque établie pour Wolminster. Des travaux sont en cours sur la départementale 34B afin de relier le village à l'antenne d'Ormersviller. Premier objectif, placer les fourreaux qui accueilleront la fibre optique qui amènera la 4G mobile. Sur plus d'1,5 km, une tranchée a été creusée pour faire passer les câbles. C'est l'œuvre de l'entreprise MGBTP. La société Sogetel tirera ensuite la fibre et permettra à Wolminster d'être connecté sur le réseau Free. Prenons à présent un bon bol d'air sportif. Amateur de nature, la municipalité de Sarralbe vous offre un nouveau terrain de jeu. Amis joggeurs, voici un nouveau parcours à découvrir. À l'Arboretum François Lucas, la municipalité de Sarralbe a investi 15 000 € pour aménager 600 mètres de chemin. Le géotextile a été refait, du calcaire a été posé et il a fallu retaluter pour rendre cet espace de découverte de la forêt le plus praticable possible. 2 semaines de travail ont été nécessaires pour obtenir ce résultat.
Qu'avez-vous de prévu les 21 et 22 septembre prochains? Si la réponse est rien, alors la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence vous invite à des visites de l'hôtel de la communauté dans le cadre des journées du patrimoine. Regardez. La Casque a dévoilé le programme de ses festivités pour les journées du patrimoine les 21 et 22 septembre. Et son invité d'honneur sera le chapeau, mais pas n'importe quel chapeau. On est tombé sur des archives qui parlaient de la peluche de soie qui était fabriquée chez nous. Et puis en tirant, si je dirais, un peu la bobine, on est arrivé en se disant ça serait un beau sujet pour remettre l'histoire du territoire au goût du jour. Parce que c'est quand même des entreprises qui ont à l'époque ont donné du travail à énormément de personnes. En plus des visites du château, les visiteurs pourront ainsi découvrir une exposition sur cette activité économique locale du 19e siècle. Pour cette 10e édition, la bourse aux plantes et les pots de fleurs des communes et l'éclairage de l'hôtel de la communauté seront encore une fois de la partie. Le dimanche, une modiste de Nancy sera aussi là pour présenter les techniques actuelles de fabrication de chapeaux. Attention toutefois, pour les visites nocturnes du samedi soir, la réservation est obligatoire auprès du service communication de la Casque. Notamment quand on fait les remises de prix. On change de direction, après la pub, direction Beach et sa médiathèque. A tout de suite. Accompagnement et bons conseils, le Pays de Beach soutient la création d'entreprises. Le mois de la mode, c'est chez Pest. Ouverture exceptionnelle pour la braderie le 8 septembre de 10h30 à 19h30. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue dès le 4 octobre prochain. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 10 septembre à 10h dans le hall d'entrée de la scène de l'Hôtel de Ville ou sur internet www.sarreguemines.fr. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Comme promis, on s'intéresse à la médiathèque de Beach. C'est un lieu où l'on peut emprunter des livres, mais pas que. On peut emprunter des CD, des DVD, des magazines et j'en passe. Alors, avant d'en parler, Sandrine, tu as lancé un sondage auprès de nos internautes pour savoir ce qu'ils empruntent. C'est ça, tout à fait. Je leur ai demandé ce qu'ils préféraient emprunter. Et parmi nos internautes, on retrouve quand même une grande majorité de lecteurs, puisqu'il y a 86% exactement de nos internautes qui empruntent surtout des livres, et quand même 14% qui empruntent plutôt sous d'autres supports, donc DVD ou CD, comme tu le disais. D'accord, alors c'est un chiffre très départagé. Oui. Marie Berensung, vous, à la médiathèque de Beach, est-ce que c'est une tendance que vous retrouvez aussi ? Oui, on est sur effectivement une tendance identique, avec quand même quelques personnes qui empruntent uniquement des DVD, mais effectivement le support CD est un support qui tend à disparaître. D'accord, donc ça reste un bonus ? Oui, c'est ça. C'est un bonus finalement. Alors effectivement, on l'a vu, donc on peut emprunter dans les médiathèques plus que des livres, c'est bien plus que ça une médiathèque. Et puisqu'une image vaut 1000 mots, je vous laisse regarder ce film sur la médiathèque de Beach et on en parle ensuite.
Pour moi, c'est un lieu très inspirant. Je trouve que c'est un service qui est bien. Je me sens vraiment bien ici. On peut trouver un peu son bonheur, peu importe ce qu'on cherche. Mon deuxième roman qui vient de sortir est né ici en fait. On discute, on échange bien et c'est pour ça que je me sens vraiment bien ici. C'est pour mieux courir, mon enfant. Le moins de maïs. Oui. Non, pour grenouille. Et pour le cochon. On trouve différentes sortes de livres et des livres qu'on ne trouve pas ailleurs. Je trouve que le personnel est avenant et quand on a besoin de quelque chose, ils sont là, ils vous expliquent. C'est pratique. Ça permet de ne pas avoir besoin de tout avoir à la maison. C'est vraiment mon rendez-vous obligé. Ça facilite mon travail et voilà. Et puis c'est un endroit que j'adore, quoi. C'est un gros bonus dans ma vie, c'est clair. Il existe un lieu pour savoir. Il existe un lieu pour penser. Il existe un lieu pour rêver. Savoir, penser, rêver, tout est là. Marie Berensung, ce film qu'on vient de regarder ensemble, finalement, il illustre parfaitement les différents rôles de la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. Moi, ce que je retiens en regardant ces images, c'est qu'on voit finalement des personnes de tous les âges qui, à travers ce que propose la médiathèque, arrivent à y trouver leur compte. Est-ce que c'est ça aussi l'idée ? Alors, on a souhaité, en fin de compte, à travers ce film, et moi, enfin, je remercie TV Mosaïque Cristal pour cette réalisation que je trouve très belle et intéressante, parce que justement, l'idée, c'était un peu de déconstruire une image qu'on rencontre fréquemment durant l'enquête d'une médiathèque un peu poussiéreuse, où on emprunte uniquement des livres, mais on voulait montrer avant tout que c'était un lieu de vie, un lieu de rencontre et effectivement pour tous les âges et tous les publics. Un lieu de vie, ça se traduit à travers de nombreuses animations que vous organisez tout au long de l'année. Donc là, la nouvelle saison a déjà commencé. Il y a le festival Récits du dehors qui est en cours actuellement. Est-ce qu'on peut décrire le concept de ce festival ? Alors le concept est assez simple, c'est de proposer des lectures dans la nature. Donc effectivement, 2 lectures ont déjà eu lieu. Donc c'est toujours dans des lieux emblématiques du territoire. Donc il y en avait une au ranch des Bisons à Petit-Ré-d'Archin et à la chapelle Sainte-Vérène à Anchambert. Les 2 suivantes, donc, qui ont lieu ce dimanche, en espérant que le temps soit clément, c'est une lecture d'Élisée Reclus, Histoire d'un ruisseau. Lecture qui est également proposée dans le cadre d'une nouvelle programmation qu'on propose avec de nombreux partenaires, mais aussi les bibliothèques effectivement du pays de Bitche, qui s'appelle « J'ai trouvé l'eau si belle ». On a souhaité raisonner avec le programme de l'année précédente qui s'appelait « Promenons-nous dans les bois ». Donc on a quitté la forêt, on y est toujours un peu, mais voilà, on rencontre cette année l'eau, les ruisseaux, les étangs.
Et l'avantage de ce programme, c'est effectivement travailler avec le réseau des bibliothèques, mais aussi avec l'Observatoire Homme Milieu, avec l'Université de Lorraine, l'Escale des Sciences, mais également l'Université du Temps Libre, Sciences en Lumière, et de permettre la venue de scientifiques sur le territoire. Et territoire un peu plus vaste aussi que le Pays de Bitche, parce qu'un des grands partenaires de ces rencontres, c'est le Parc naturel régional des Vosges du Nord, qui propose des sorties nature, mais aussi des conférences. Et, alors, bon, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt de citer l'ensemble des actions, parce qu'elles sont nombreuses. Voilà. Mais il y a effectivement beaucoup de lectures, que ce soit pour les grands, pour les plus petits. On est vraiment effectivement sur du bébé lecteur et des propositions pour adultes, mais c'est aussi donc des rencontres, on appelle ça nous plutôt des rencontres que des conférences, du ciné-débat, des sorties nature. C'est très varié, oui. Voilà, et toujours avec ce thème de l'eau et du sauvage, parce que voilà, on s'est dit que ça résonnait aussi avec le patrimoine naturel du Pays de Bitche. Pourquoi? Qui a choisi ce thème? L'an dernier, c'était Promenons-nous dans les bois. C'est quand même très axé sur le patrimoine naturel, les ressources naturelles. Qui choisit? Qui a l'initiative de ça? Alors l'avantage de ce programme, c'est qu'on est nombreux autour de la table. J'ai oublié aussi de citer la même. Et ça permet de réunir des intelligences. Et on est arrivé, en fin de compte, à ce thème-là en commun, se disant, après les forêts, on a touché forcément l'année dernière aussi cette thématique de l'eau, que c'était intéressant de le dégager complètement et d'en faire une thématique à part entière. Et le titre « J'ai trouvé l'eau si belle », c'était un peu pour rester dans les comptines et après promenons-nous dans les bois. D'accord. À savoir que c'est pas réservé qu'aux enfants, ce festival, mais tout tourne autour de l'élément de l'eau. C'est ça. Quand même. Et finalement, il n'y a pas que de la lecture. Il y a des expositions, des spectacles, des sorties aussi qui seront organisées. Donc pour insister encore une fois sur le fait que la médiathèque, ce n'est pas juste de la lecture, des livres, c'est une ouverture sur le monde. C'est ça. C'est un lieu de vie, un lieu de culture. Et notre idée aussi, c'est de sortir de nos murs. Récit du dehors, c'est la même idée. Vous avez aussi couvert cet été donc une action d'une bibliothèque mobile au bord des étangs. Donc c'est aussi aller à la rencontre d'un public qui ne vient pas forcément dans une médiathèque, mais qu'on peut sur ce rencontrer au bord d'un étang. Faire des rencontres, se familiariser. Au bord de l'eau, au bord d'un ruisseau. Enfin voilà, c'est l'idée vraiment d'aller à la rencontre d'un public qui nous connaît, mais aussi d'un public qui ne nous connaît pas. Alors il y aura d'autres événements simultanément à ce festival. Par exemple, Lire en Fête, si je peux citer, qui se déroulera en même temps. Qu'est-ce que c'est Lire en Fête? Alors Lire en Fête, c'est une manifestation départementale qui a lieu chaque année. Cette année, la thématique se recentre plus sur le livre et la littérature. Donc ça a lieu au mois d'octobre. Il y a des passerelles aussi qui auront lieu avec J'ai trouvé l'eau si belle. Mais voilà, l'idée c'est là on est plus effectivement sur des rencontres d'auteurs, sur des conférences, mais avec des auteurs vivants. Et donc voilà, c'est une manifestation qui regroupe à nouveau des bibliothèques, mais aussi, parce que notre idée est aussi toujours ça, considérant la médiathèque comme un lieu de culture, de rassembler et de travailler avec en réseau, avec les partenaires, avec aussi d'autres lieux de culture dans le Pays de Bitche, que ce soit Artopie, les bibliothèques, mais aussi plus largement l'université, le parc. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée de se réunir. Voilà.
de se réunir. Finalement, tout est sur cette thématique de l'union, de la rencontre. En tout cas, c'est très chargé. Je pense que pour se faire une idée plus globale, le plus simple, c'est d'aller voir le programme complet, qu'on peut retrouver sur le site internet de la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach. Et pour les réservations, vous pourrez appeler au numéro qui va s'afficher et envoyer un mail à l'adresse mail qui s'affiche également. Voilà, merci beaucoup Marie Berensung d'avoir été notre invitée aujourd'hui. On va poursuivre avec plein d'idées de sortie à faire ce week-end. C'est Sandrine qui va nous les proposer et la première, je crois, est très originale. C'est ça, tout à fait. Alors dis-moi, est-ce que tu connais l'Interrex? Alors non, pas du tout. Eh ben, je pense que tu n'es pas la seule, je ne connaissais pas non plus. Mais comme ça, de côté de nos téléspectateurs, vous saurez maintenant que l'Interrex, c'est de l'aéromodélisme. Alors c'est une particularité, une spécialité de l'aéromodélisme qui consiste à réaliser des vols expérimentaux. Donc c'est-à-dire que les pilotes ne vont pas voler simplement avec des avions classiques, mais plutôt avec des engins modifiés, donc par leurs matériaux, par leurs moteurs, mais surtout par leur forme. Et c'est comme ça que vous pourrez voir voler dans le ciel un ptérodactyle de 3 mètres d'envergure, une navette spatiale, une 2 chevaux ou encore un dauphin, et j'en passe pour pas tout vous dévoiler. Et il y aura également durant le week-end un grand largage de bonbons et un vol nocturne qui sera également organisé. Un feu d'artifice clôturera le spectacle. Et pour ne pas manquer tout ça, le rendez-vous est donné au terrain de l'association ICAR de Vitersburg. C'est ce samedi de 10h à minuit et dimanche de 10h à 15h. L'entrée est libre et vous pourrez vous restaurer sur place. Eh bien, en tout cas, j'aurais appris quelque chose. Merci Sandrine. De rien. Ce week-end, les engins atypiques ne seront pas que dans le ciel. Vous pourrez également observer de très belles voitures sur la terre ferme. Oui, grâce à l'ADAC Saarland Classic Cup. Alors c'est un rallye de voitures anciennes. Le coup d'envoi de la manifestation sera donné par Stefan Toscani à 10h à Bischmisheim et les voitures seront lancées pour un parcours d'environ 120 km qui traversera le Beacherland. Donc le premier point de contrôle se fera à Dolenbach et puis après vous aurez le temps de les observer avec plus d'attention puisqu'il y aura un arrêt d'1 heure à l'étang d'Aspelshit de 13h30 à 14h30 et dans l'après-midi les voitures continueront leur parcours et passeront par Beach, Schorbach, Sarreguemines ou encore Großbliederstorf avant de rejoindre à nouveau Bischmisheim à 16h30. Très bien. On reste dans le thème du patrimoine historique avec une visite spéciale dans le cadre des journées du patrimoine. Oui, alors avec une légère avance sur le calendrier puisque les journées du patrimoine, comme tu le disais, auront lieu le week-end du 21 et 22 septembre. Mais c'est bien ce dimanche que vous pourrez profiter d'une journée porte ouverte à la Maison des Arts et des Traditions de Roulin. Des visites guidées seront organisées toutes les demi-heures à partir de 14h30 et jusqu'à 17h. Le thème le thème de cette année sera la musique d'autrefois, je l'ai dévoilé en avance, mais vous verrez qu'il y a encore bien d'autres choses à voir et à découvrir sur place dans cette maison qui date d'avant le XVIIe siècle. Alors le basket club de Hambar, alors il n'est pas si vieux, mais il est assez vieux pour fêter un important anniversaire. Oui, et ce sera même un double anniversaire puisque ce sera les 30 ans du club, mais également les 70 ans de présence du basket à Hambar. Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer, mais également une expo photo retraçant l'histoire du basket à Hambar. Et vous pourrez assister à différents matchs entre joueurs actuels du club, mais également anciens joueurs. Le début des festivités et les premiers paniers seront à partir de 9h30 dimanche. Une dernière sortie à Bliesbruck. Oui, avec l'amicale des sapeurs-pompiers de Bliesbruck qui organise un super loto. Les lots seront sous forme de bons d'achat de 20 à 800 €. Et pour tenter d'en remporter, le rendez-vous c'est ce dimanche à la salle des fêtes de Bliesbruck à partir de 12h30. Et il est préférable de réserver votre place auprès de l'amicale des sapeurs-pompiers ou tout simplement sur le site internet www.agenda-loto.net. Merci beaucoup Sandrine. De rien. J'étais ravie de partager ce plateau avec toi de nouveau. Moi également. On va terminer cette émission avec un gros plan sur Jean-Marc Desgènes, directeur de Cap Emploi. Francis Hoffman l'a rencontré. Vous allez découvrir tout au long de l'entrevue un homme engagé au service des autres et débordant d'énergie et de passion. Bon visionnage à tous. Très belle journée. À bientôt. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture.
je dirais que je suis quelqu'un qui met de la passion dans tout ce qu'il fait. Alors Jean-Marc Desjeunes, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes actuellement le directeur de Cap Emploi, une association intermédiaire. En quelques mots, dites-nous le rôle de cette association. Alors cette association qui existe depuis 33 ans dans l'arrondissement de Sarreguemines, 100 000 habitants, donc a un rôle d'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire, si je veux faire court, l'association des Restos du Cœur essaye de donner à manger à ceux qui n'en ont pas et Cap Emploi essaye de donner du travail à ceux qui n'en ont pas. Alors quels sont les profils justement de ces salariés qui sont mis à disposition et quels services vous proposez? Alors la moitié de notre activité, puisqu'on fait 100 000 heures à peu près d'heures vendues, 50 000 heures c'est à peu près dans les services à domicile, les services aux particuliers qui bénéficient de l'exonération d'impôts fiscaux, d'où l'engouement pour cette formule, et l'autre moitié dans les entreprises et les collectivités locales. On va commencer maintenant à s'intéresser à votre personnalité. Alors difficile à croire, mais vous étiez timide jusqu'à vos 25 ans. Oui, à peu près, c'est ce que disaient ma famille et mes amis. Et c'est le théâtre qui m'a guéri dans la mesure où j'ai fait 10 ans de théâtre amateur. Et vous avez vécu dans plusieurs pays et villes de France. Alors j'ai beaucoup voyagé dans la mesure où mon père était pilote d'avion militaire et donc avait des affectations qui changeaient tous les ans ou tous les 2 ans. Donc j'ai habité l'Algérie, le Maroc, Berlin et Bonn en Allemagne, Paris, Orléans, Bourges, Pau, Nancy, Metz, enfin j'en oublie. On en a parlé un peu avant cette émission et vous m'avez dit ma première école de la vie a été le scoutisme. Alors est-ce que c'est là que vous avez réellement commencé à vous tourner vers les autres? J'avais peut-être ça en moi. En tout cas, le scoutisme a été un révélateur du travail en équipe, de se soucier des autres, puisqu'on forme une équipe quand on est tout seul, lâché dans la nature. Quand les moniteurs étaient partis, puis il fallait se débrouiller. On a même dormi dans la neige dehors, donc il fallait être solidaire. Alors vous dites que vous aimez faire les choses pour les autres et que vous avez plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors comment ça s'est concrétisé? On a du mal à le voir dans votre première activité. Ingénieur agricole, métier que vous avez exercé jusqu'à vos 36 ans. Je suis arrivé à Sarreguemines en 1980 et donc j'ai été nommé responsable de la Chambre d'agriculture, ingénieur agricole pour 400 familles d'agriculteurs et aussi l'aménagement du territoire sur 83 communes. Et je me souviens que les assistantes sociales de la mutualité sociale agricole, que n'allaient pas voir mes collègues, disaient « Oh, Jean-Marc Desjeunes, c'est quelqu'un qui soucie de la qualité de vie des femmes en agriculture, des enfants et des agriculteurs en difficulté. » Voilà, puisque j'organisais des collectes de vêtements, j'étais le seul à distribuer aux paysans en difficulté à l'époque. Alors toujours un peu orienté vers le côté humain. Oui, c'est ça. C'est l'humain, peut-être le cœur des choses. Et pourtant, un changement radical à l'approche de la quarantaine, vous quittez un domaine finalement que vous aimiez bien pour devenir commercial dans les produits pétroliers, puis attaché commercial chez Peugeot. Oui, alors ça saute du coq à l'âne. En tout cas, apparemment, j'ai pas trop mal réussi puisque le directeur de chez Peugeot, quand j'étais responsable pendant 5 ans du Pays de Bitche, a déchiré 3 fois ma lettre de démission. J'ai toujours mis de la passion dans ce que je fais et je m'intéressais à l'humain. Et en s'intéressant à l'humain, c'est-à-dire à la qualité de vie des petits garages Peugeot ou des clients, d'être à l'écoute des clients, le secret de la vente, j'ai pas fait d'école de commerce, c'était qu'est-ce que le client aimerait entendre de ma part, notamment des conseils avant de vendre. Voilà. Donc vous avez développé même plusieurs garages sur le secteur de Bitche. Oui, dans le pays de Bitche, oui, je suis très fier d'avoir. C'était des mécaniciens réparateurs auto. Je leur ai fait passer j'ai eu un garage Peugeot, on en a monté un avec la famille Zimmermann Assaut, le fameux garage Zimmermann, qui sont des bosseurs. Le garage Nomina et Pain aussi, qui était un petit, qui faisait juste à la maison, et on a fait ensemble, on a construit ce beau garage. Enfin, lui, mais disons, je l'ai accompagné dans ce projet. Alors vous êtes à l'époque bénévole à l'association Tennis Handisport et à 44 ans, vous êtes recruté comme directeur par Cap Emploi
et dites avoir donné un nouveau sens à votre vie. Alors est-ce que ça avait un rapport avec le tennis handisport, ce choix? Le tennis handisport m'a révélé des choses extraordinaires, parce qu'avant je ne savais pas comment on parlait à un fauteuil roulant par exemple. Est-ce qu'on a le droit de lui taper dans le dos pour lui dire comment ça va? Le cœur n'avait pas changé, mais qu'est-ce que j'avais le droit? J'ai vite appris et j'ai compris qu'il faut se mettre au même niveau, ni plus haut ni plus bas en les regardant, et voilà. Et sachant que mon premier discours au grand tournoi qui comptait pour le championnat d'Europe a été de dire, sans avoir préparé, de toute façon on est tous handicapés quelque part. Et c'est ce qui vous a conduit finalement à postuler à Cap Emploi ou pas? Oui, c'est-à-dire de se dire, au lieu de vendre des tas de tôles, je parlais des voitures ou des poulets, parce que j'ai monté avec le parc des Vosges du Nord, Arthur Lezelter qui était au parc, on a monté le premier circuit des produits fermiers. Donc je vendais aussi des poulets, entre guillemets, ou des lapins. J'ai dit, écoute, occupe-toi des champs, donne un sens à ta vie, ça, sur l'humain. Bon, sachant que je suis pas le bon Dieu, je fais pas de miracle. Je fais ce que je peux. En toute modestie, alors après 20 ans à la tête de Cap Emploi, vous dites ne pas être content, que vous êtes habité par une sensation d'inachevé. Sans doute, est-ce la raison qui fait qu'à 66 ans, vous n'êtes toujours pas à la retraite? Je suis dans ma 67e année, puisque mon anniversaire est passé maintenant. La notion d'inachevé, c'est vrai qu'un rêve, ça serait que Cap Emploi n'existe plus. Ça sous-entendrait qu'il n'y a plus de gens en difficulté. Et malheureusement, l'évolution des dernières années, c'est de pire en pire au niveau de la situation de précarité, de difficulté, et par rapport au travail aussi. J'arrive pas à comprendre ces tensions de main-d'œuvre alors qu'il y a autant de gens qui veulent travailler, donc il y a des problèmes à résoudre. Ma pensée, c'est quand même que le résultat d'aujourd'hui, c'est quand même le fruit de les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, se sont préoccupés de certaines choses, mais pas dans les problèmes de fond. C'était plus de la distribution de sachets de cacahuètes pour calmer les gens. Les problèmes de fond, c'était l'éducation nationale sur le long terme. C'était les parents aussi qui démissionnent de plus en plus sur l'éducation des enfants. Il y a aussi certains médias qui donnent une image des valeurs, des fausses valeurs à donner aux jeunes, alors que j'ai eu la chance qu'on m'ait donné les valeurs que nos parents, nos grands-parents nous ont transmises, notre famille. Donc c'est ça qui me fait un peu mal, quoi, parce que le problème est profond. On ne pourra pas dévoiler ici toutes vos passions, ou les développer plutôt, mais vous êtes un homme, on va dire, qui a de multiples facettes. Et notamment, vous étiez à un moment, vous l'êtes peut-être encore, très impliqué dans les produits du terroir. Vous êtes aussi un cuisinier. Ça, c'est un hobby le dimanche quand j'ai le temps, mais avec des bons produits. Il y a juste le dimanche midi que de temps en temps, j'ai le temps de faire des... Alors pourquoi les produits du terroir? Alors pourquoi ça vous intéresse tellement? Alors ça, c'était ma passion en 1980, quand je vois la situation de l'agriculture en France, c'est-à-dire la différence entre les gros agriculteurs en Champagne, dans la Beauce et la Brie, et de voir quand j'arrive que le pays de Bitche que je connaissais pas, les petites parcelles de 15 arts avec 3 couettiers dessus, et il fallait un mois pour payer les fermages à chaque petit propriétaire, je me suis dit, j'ai jamais rien inventé. Jamais. J'ai été voir ailleurs ce qui se passait, en Autriche, en Suisse, dans les Alpes et Pyrénées, comment faisaient les petits agriculteurs en zone difficile. Là, c'est le Piémont, c'est pas la montagne avec des trucs, mais c'était de dire comment faire en sorte qu'ils survivent et qu'ils vivent avec une qualité de vie décente. Parce que là, c'était tirer la langue pas possible, en mettant dans le même sac les gros et les petits. Et donc ma volonté, c'était avoir de la plus-value. Donc j'ai prouvé depuis longtemps qu'en faisant une fromagerie à la ferme, on n'avait pas besoin de faire 200 000 litres de lait pour gagner le SMIC à l'époque quand ça allait bien. Maintenant, c'est plus de 100 000, il faut faire beaucoup plus. Et là, vous devez être assez content de voir l'évolution actuelle, parce que beaucoup de fermiers, finalement, se mettent aux produits locaux. Effectivement, donc nul n'est prophète dans son pays. Je suis parti de la Chambre d'agriculture en pleurant, et je vous promets que c'était des vrais pleurs, mais c'était ma passion, parce que personne n'y croyait, personne ne voulait me donner l'autorisation de développer comme il fallait, etc. Donc, je suis parti en pleurant, et au discours, quand la communauté d'agglo, le projet de pays Sarreguemines et Bitche ont fait une réunion au Casino des Fayenolles, j'étais au fond, je voyais des producteurs, à la fois des vieux agriculteurs, enfin vieux parce que il y a 38 ans quand je les ai connus, ils étaient plus jeunes, de les voir là, de voir ceux qui me disaient c'est des conneries tout ce que tu racontes et qui s'y sont mis.
j'ai dit au micro, j'ai dit juste une phrase, j'ai dit je peux mourir tranquille, avant de mourir j'aurais vu que ça commence à bouger. Voilà, les marchés, les ventes directes, c'est ce qu'on préconisait, les fermes auberges, j'ai créé la première ferme auberge en Moselle, le premier élevage de foie gras, enfin accompagner ces projets et on me traitait de cinglé. On va quand même continuer, je sens que là on est arrivé dans un domaine qui vous passionne. Alors il est difficile de ne pas évoquer Joe Manna, le chanteur et le guitariste aussi, à la belle voix grave qui fredonne régulièrement en public des chants populaires. Oui, alors ça c'est une découverte, c'est pas de la prime enfance. À l'âge de 20 ans, depuis tout petit, je chantais, j'étais passionné par le chant et on m'a mis dans toutes les chorales. Ça a commencé avec des voix de soprane, alto, descendre, basse. Maintenant, j'ai une voix qui est rare, ça s'appelle la sous-basse. En gros, c'est Yvan Brebrov. On m'a dit ça à la chorale de l'hôpital du Parc que je vois, en disant, quand je suis arrivé la première fois, c'est qui la sous-basse ici? Le choriste, enfin le chef de chœur. Donc, c'était ma passion. Et puis à 20 ans, je chantais sans instrument dans les fêtes de famille et je me suis dit il faut un instrument. J'ai appris tout seul la guitare, je sais juste faire les accords d'accompagnement mais ça me suffit pour animer des trucs. Et mon but c'est pas de faire des concerts, c'est de faire chanter les gens. Et comme je chante souvent un chanteur populaire français, les gens chantent les chansons que je chante et ils aiment. Voilà. Que ce soit dans les quartiers où je chante, là, dans les salles polyvalentes, les fêtes de quartier, ou que ce soit le 13 juillet au feu d'artifice, grâce à l'association Music Dance Connection, qui fait un travail remarquable depuis de longues années dans l'ombre, avec peu de moyens, et qui fait un travail remarquable. La détection des talents. Alors, pas le mien. Avec le temps qui passe, on devient philosophe, et vous avez plaisir à dire qu'à 50 ans, on saisit la différence entre le plaisir et le bonheur. Explication alors. Je me suis mordu les doigts quand je me suis mordu les doigts pour ne pas dire autre chose quand j'ai découvert, quand je me suis mis à dire c'est quoi la différence entre le plaisir et le bonheur. Alors c'est ma vérité à moi, c'est pas la vérité du monde, mais ça m'a donné une approche de l'instant un peu différente. Un plaisir, il est fugace. Plaisir d'avoir un bon repas, d'avoir une belle voiture. Et il y a toujours un prix. On peut toujours mettre un prix sur une tablette de chocolat extra, sur une voiture, sur un séjour de vacances. Mais en plus, c'est fugace, ça disparaît. Le bonheur, c'est tout autre. On ne peut pas mettre un prix, une valeur sur un bonheur. Moi, je connais le prix des Ferrari, parce que je vois les journaux. Le prix d'un repas, c'est affiché. Mais le prix du bonheur, je ne le connais pas. Et ce bonheur-là a un avantage terrible sur le plaisir. C'est qu'il a valeur d'éternité. Le bonheur ne peut pas mourir. Et ça, c'est génial, quand on est en harmonie avec ça. Le bonheur ne peut pas mourir, le plaisir est fugace. Or, aujourd'hui, cette société... On a le bonheur d'entendre l'âne. Il me répond, il est d'accord. L'âne dit qu'il est d'accord. Je veux juste dire que aujourd'hui, dans notre société, quand on voit la course à la consommation et au plaisir rapide, etc., c'est au détriment des instants de bonheur et de la méditation aussi, qui est quand même un médicament très intéressant. Alors Jean-Marc, vous m'avez dit que vous avez un rapport très distant avec l'argent et vous m'avez dit la radinerie durcit le cœur de l'homme. Alors, oui, c'est vrai que certains me disent que c'est un défaut. Je ne mets pas de l'argent beaucoup dans le lapin, dans l'écureuil. Mes enfants n'ont jamais manqué de rien, mais on leur a appris à travailler comme j'ai fait quand j'étais jeune, commencé comme ouvrier agricole à l'âge de 7 ans dans une ferme de près de Château-Saint. Mais c'est vrai que j'ai un problème avec l'argent, c'est-à-dire que l'argent il en faut, mais l'argent durcit le cœur de l'homme comme la pierre quand on s'attache à l'argent. J'ai connu des gens richissimes, parce que j'ai travaillé pour des milliardaires anglais, j'ai vu des gens qui étaient richissimes, des portes blindées et qui ne dormaient pas la nuit en s'interrogeant sur le cours de la bourse le lendemain matin, ça les empêchait de dormir. Ou alors les chauves-souris mettaient l'alarme en route tant qu'ils ne dormaient plus. Non mais ça s'est passé pas loin d'ici d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un que je connais. Donc voilà, l'argent c'est pas... on doit en avoir bien sûr, mais on ne doit pas consacrer sa vie à la conquête de l'argent. D'ailleurs on n'emmènera rien. Vous êtes quelqu'un de très optimiste, mais un optimisme qui est parfois mis ou souvent mis à rude épreuve, et en particulier quand vous évoquez avec un certain désespoir la déshumanisation globale des services en France. Alors le thème qui me chipote depuis on va dire depuis une dizaine d'années, c'est la déshumanisation totale de notre société aujourd'hui. Alors dans les autres pays c'est pareil, puisque le progrès amène cette déshumanisation,
Mais je propose, quand je vois que je n'ai plus que des répondeurs, que ce soit avec la téléphonerie mobile quand il y a un problème, j'ai plus personne, à EDF pareil, à la CAF, à l'UDAF, à la Sécu, on a des répondeurs. Et ce qui me tue, c'est quand je décroche mon téléphone et qu'on me dit, c'est un répondeur, dans le souci de mieux servir notre clientèle, nous avons mis en place une plateforme téléphonique. Ça ne me gênerait pas si quand on tape 1, c'est marqué « vous voulez parler à quelqu'un ». Non, c'est toujours en dernier. Donc ils doivent avoir des actions dans la téléphonie sur le nombre d'appels, le temps d'appel, etc. Alors ça me tue, la déshumanisation. Jean-Marc, on arrive au terme de cette émission. Alors on est ici au parc de l'ancien hôpital de Sarreguemines. Hein. Oui. Et il fait bon y être, on entend des enfants jouer, on entend l'âne de temps en temps être d'accord avec tes propos. On va conclure maintenant cette interview et j'aimerais te laisser le mot de la fin. Alors pour faire très court, pour ceux qui me connaissent, je ne peux pas concevoir la vie sans passion, que ce soit dans le travail, les gens, la nature, la musique, les belles choses. Je ne peux pas concevoir de ne pas mettre toute l'énergie, toute sa passion dans ce qu'on fait. C'est créateur de richesses spirituelles et autour de soi. La deuxième, c'est que ma plus grande réussite qui m'incite déjà à prendre peut-être ma retraite dans pas longtemps, ma plus grande réussite, c'est ma famille, mes enfants. Et surtout mes petits-enfants, puisque dans les 3 dernières années, il y en a eu 5 d'un coup, très jeunes, et qui m'appellent maintenant les grands au téléphone, papy, mana, puisqu'ils m'appellent comme ça. Et ça, c'est un bonheur. Ça me remonte le moral quand j'ai pas le moral. Formidable.